Madame, Monsieur, bonsoir. En vedette ce mercredi, Coupe d'Afrique des Nations de football 2021, balle au centre pour le tirage au sort. La constitution des groupes se fera le mardi 17 août prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Principale nouvelle au terme de la réunion interministérielle présidée ce jour par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Détail avec Laurentine Bokono dès le coup d'envoi du 20h30. Autoroute Yaoundé-Simalène, les travaux roulent à vive allure vers la livraison. Ouverture de la circulation prévue avant la CAN 2021, le chantier rendu à 90% de réalisation s'achève au mois de novembre. Accélération en direction de l'autoroute où nous attend Rodrigue Bertrand Toueno dans ce journal. Et puis élevage des porcs, les animaux malades de la peste, interdit de commercialisation à l'ouest et banni de la circulation dans le nord-ouest. La viande de porc ne fait plus saliver depuis quelques cas signalés il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Diagnostic de la filière et ordonnance dans cette édition. Voilà pour les titres. Avant tout cela, un geste barrière et un message du président de la République. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Ouvrons ce journal balle au pied avec ces nouvelles fraîches de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le tirage au sort aura lieu le 17 août prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Information tombée ce jour au terme d'une réunion interministérielle présidée par Joseph Dion Ngouté, le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour les détails, passe à Laurentine Bokono. Le gouvernement est sur les starting blocks pour remporter la palme de l'organisation de la CAN. Tout se joue ici, à l'auditorium des services du Premier ministre. D'entrée de jeu, le Premier ministre chef du gouvernement parle des aspects diplomatiques et consulaires, du succès de l'événement qui est tributaire d'une bonne organisation, ainsi que de la préparation de la cérémonie de tirage au sort de la CAN Total Énergie 2021. Premier à enfiler le maillot après le Premier ministre chef du gouvernement. Le 17 août prochain aura lieu la cérémonie du tirage au sort au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous sommes à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines pour offrir au monde, selon les très hautes directives du président de la République, son Excellence Paul Biya, le meilleur des spectacles. Le Palais des Congrès de Yaoundé, qui offre de meilleures commodités de l'avis du comité exécutif de la FIFA, abritera la cérémonie de tirage au sort. Nombre de places limité, 658 en raison du respect des mesures barrières. 100 journalistes seront accrédités pour rendre compte de l'événement. Durée de la cérémonie, 90 minutes, le temps d'un match de football. Quant au volet délivrance et facilitation d'obtention des visas, l'accueil des participants se fera par catégorie. 4 au total. Les visas diplomatiques, les visas de service, les visas de courtoisie et les visas ordinaires. La prévention et la sécurité routière seront également au rendez-vous. Le coup d'envoi du match préparatoire vient ainsi d'être donné par le gouvernement pour garantir un excellent accueil et un bon séjour à tous les acteurs de champ et des vestiaires. Dans l'agenda immédiat des préparatifs de la CAN, le ministre des Sports visitera demain les travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembe ici à Yaoundé. Vendredi et samedi, il sera à Garoua où il inspectera les infrastructures dédiées à la CAN. Et les délégations de la CAN justement qui viendront dans la capitale devrait, le moment venu, emprunter l'autoroute Yaoundé-Simalène. L'ouvrage tant attendu sera livré en novembre. Le taux d'avancement des travaux à date a franchi la barre de 90%. Rodrigue Bertrand Toueno est allé voir de ses propres yeux l'activité sur le chantier. Reportage. Depuis le
le lancement de ces travaux en 2014, l'autoroute Yaoundé-Simalène se construisait à l'abri du regard des Yaoundéens. Ce n'est plus le cas depuis quelques semaines, avec l'amorce des travaux de construction des ouvrages d'art qui bouclent les 11 km de cette section dite rase campagne au quartier Ahala. L'échangeur éponyme se dessine et les usagers se remuent les méninges pour se représenter ce qu'il sera à la fin. À près de 150 mètres de là, le mouvement des engins permet de se faire une idée de la circonférence du terre-plein du futur giratoire. Les dégagements de l'emprise et les terrassements indiquent l'envergure des voies de raccordement à la nationale numéro 3 et au réseau urbain de Yaoundé. La circulation est maintenue et un camion d'arrosage neutralise les nuages de poussière que féconde le va-et-vient des engins et camions. Sur le reste du linéaire de l'infrastructure, en direction de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, le bitumage est terminé depuis longtemps. Dans l'ensemble, les travaux ont atteint un taux d'exécution physique de 90% et aussi bien le maître d'ouvrage, la mission de contrôle, les ingénieurs que les ouvriers sont confiants. Le plus dur est derrière eux et l'autoroute Yaoundé-Simalène sera ouverte à la circulation en fin novembre, bien avant la grande messe du football africain, la CAN Total Énergie 2021. Et voilà qui est rassurant. Allons à présent au chevet des militaires blessés dans les dernières attaques de la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord. Ils ont reçu le soutien du chef de l'État exprimé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Joseph Betty Assomo est à Maroua depuis ce mercredi. Récit de notre envoyé spécial, Vincent de Paula Tangana. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense face aux blessés ici à l'hôpital militaire de Maroua. Joseph Betty Assomo interroge. C'est un médecin d'un autre genre venu remonter le moral des hommes et apporter le réconfort de la nation et du chef de l'État, chef des armées, aux soldats blessés dans les attaques des irrédentistes de Boko Haram. En l'espace de 3 jours, 2 attaques, de nombreux soldats tués ou blessés. Le ministre de la Défense rassure, il n'y aura point de négligence dans l'encadrement des victimes. L'armée n'oublie jamais ses hommes, quel que soit ce qui leur arrive. Nous voulons rassurer les militaires blessés de tout le réconfort, de tout le soutien moral et même matériel de Monsieur le Président de la République et de l'ensemble du haut commandement. De quoi motiver davantage les survivants? Dès que nous sommes guéris, on va continuer la mission. Si la hiérarchie me désigne de rentrer, c'est notre job. On est fait pour ça. Les membres de Boko Haram sont avertis. Le Cameroun ne baissera pas les bras. Un homme averti en vaut 2. Toujours dans cette région, le président de l'Assemblée nationale demande aux populations de l'extrême nord de manifester leur loyauté aux institutions républicaines chaque fois qu'une situation le commande. Kava Yegui Djibril lançait cet appel à l'occasion d'une marche de soutien au chef de l'État. C'était ce mercredi à Mada, un canton du Mayo-Sava dont il est, comme vous le savez, le chef. Malmoussa Lodoublez de CRTV Extrême Nord. C'est dans une motion de soutien et de déférence au président de la République dont le contenu a été dévoilé à la fin de la marche que l'extrême nord a réaffirmé sa fidélité aux institutions et à celui qui les incarne. Assurant à son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, notre indéfectible et inconditionnel soutien dans ces démarches menant à bon port le bateau Cameroun. L'occasion a été tout aussi indiquée pour condamner le comportement antipatriotique affiché par une partie de la diaspora camerounaise récemment à Genève, en Suisse. La démocratie a tracé des lignes. Les incapables de gagner des élections, ils se sont retranchés pour gêner le Cameroun. Mais nous condamnons cela. En dépit de quelques poches d'insécurité, le Cameroun reste un havre de paix. Nous ne voulons pas le désordre dans le Cameroun. Nous voulons la paix. Nous voulons à ce que le président Paul Biya reste au pouvoir dans la paix.
L'extrême nord, considéré comme la fille aînée du renouveau, reste mobilisé selon le président de l'Assemblée nationale pour barrer la voie à tous ceux qui veulent mettre à mal la cohésion sociale si chèrement acquise. L'extrême nord n'est pas seule, elle est aussi vent debout, la diaspora camerounaise, un collectif de compatriotes de plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, mais également d'Océanie, dénonce les atteintes au président de la République dans une déclaration rendue publique. Ce regroupement apporte tout son soutien au chef de l'État et à son action. Séverin Legambélé. Au vu des images, à la place des Nations à Genève, le 17 juillet dernier, place dédiée aux manifestations pacifiques, le collectif des Camerounais de l'étranger dit être au comble de l'exaspération. Si on aime son pays, dit-il, on ne s'attaque pas à ses institutions, donc à la personne qui les incarne. S'attaquer à un président dans une république démocratique est synonyme de s'attaquer à cette république tout entière. Cette manifestation au forcing n'a laissé personne indifférent, surtout quand vous voyez ces images assez choquantes infligées par les forces de l'ordre helvétique qui ne font que leur travail. Vous ne pouvez que vous concerter. En plus de dénoncer avec fermeté et véhémence, le collectif des Camerounais de l'étranger s'aligne sur la volonté politique des autorités de Yaoundé. Notre soutien sans réserve, c'est notre présence massive dans nos ambassades respectives lors des événements importants pour notre pays. Notre soutien sans réserve s'est traduit aussi par le respect scrupuleux que nous avons pour nos institutions, donc pour le président de la République qui en est le garant. La voix du collectif des Camerounais de l'étranger se fait entendre. Il faudra désormais compter avec elle. Le cheptel porcin du Cameroun grogne de peur depuis la détection des cas de peste dans le marché du porc il y a un peu plus de 3 semaines. Les autorités administratives ont pris des mesures dans les régions de l'ouest, du nord-ouest, mais également du littoral pour contenir la maladie. Unique question ce soir pour les éleveurs, comment maîtriser la maladie? Explication de Oswald Medong. Le sujet fait les choux gras de la presse locale et voilà des semaines que ça dure. Dans les régions du nord-ouest et de l'ouest, où la peste porcine africaine a refait surface, pour les éleveurs de la filière, c'est le temps des vaches maigres. Chaque jour, les pertes se comptent par centaines. Certains élevages ont complètement été décimés. Ce qui a suscité les arrêtés des 2 gouverneurs interdisant la circulation et le transport des porcs sur leur territoire de commandement. À l'ouest, Awa Fonka Augustine n'a pas perdu le nord et a ordonné la fermeture temporaire des marchés de commercialisation de porc et des sous-produits de la filière. Mais là, s'arrêtent net les mesures prises par les voies autorisées, alors que la maladie a déjà touché d'autres régions, comme l'Est et le Sud. Et ce n'est pas faute d'avoir suscité une réaction des officiels. Voilà des jours que cela dure, entre indisponibilité des uns et légitimité des autres, difficile d'entendre le son de cloche, pourtant très espéré, du ministère en charge, malgré les multiples sollicitations. Notre équipe de reportage sera baladée d'une direction à l'autre pour le même résultat à l'arrivée. Rien. Si selon les experts, elle ne présente pas un grand danger pour la vie humaine, le taux de mortalité consécutif à la peste porcine africaine frise avec les 100% lorsqu'elle se déclenche dans un élevage. La contamination se fait par contact. Les vétérinaires conseillent vivement l'abattage de tous les animaux exposés par les services spécialisés du ministère de l'élevage. Ils recommandent par ailleurs d'enfouir les cadavres. Stopper l'épizootie, c'est à ce prix-là. Il faut bien ce qu'il faut pour mettre un terme à cette maladie virale. Et dans la région de l'Ouest, le vent de la peste porcine souffle dans les enclos. Pour stopper les dégâts et protéger le cheptel de 150 000 têtes de porc, le gouverneur Awa Fonka Augustine a signé un arrêté. Mais sur le terrain, à côté des acteurs de la filière qui ont littéralement perdu le sommeil, il y a des petits malins qui continuent le marché noir. Le récit de Christelle Mbaïso à Bafoussam. Dans la région de l'Ouest, c'est un cheptel de près de 150 000 têtes de porc qui est concerné par la peste porcine africaine. La situation aujourd'hui est sous contrôle depuis l'arrêté signé par le gouverneur interdisant la vente et le transport des porcs.
Nous avons dans un premier temps procédé à la fermeture des marchés de Bafoussam et de Bouddha. Ces marchés ont été désinfectés et fermés. Nous avons renforcé le contrôle des mouvements des porcs et de leurs produits au niveau de postes de contrôle sanitaire. Nous avons procédé également au recensement de toutes les fermes porcines qui sont encore opérationnelles dans la région. Sur le terrain, les éleveurs et les commerçants ont les cœurs qui saignent. Je me sens très mal, et même très mal même. Pas seulement moi, plusieurs. Néanmoins, il y a quelques commerçants qui jouent au petit malin. La viande de porc serait toujours en vente illégale dans les domiciles. Et pourtant, la note du gouverneur, toujours en vigueur, est claire. Le transport, les mouvements et la commercialisation de la viande du porc sont interdits sur l'étendue de la région de l'Ouest jusqu'à nouvel ordre. Et dans notre série sur la CEMAC, le problème de la consommation des ressources ce soir, vous vous souvenez certainement des 12 projets intégrateurs lancés pour diversifier l'économie et accélérer la libre circulation des biens dans la sous-région. Eh bien, pour la Banque africaine de développement, seulement 11% des ressources disponibles pour ces projets sont consommées. Raison et impact de ce blocage, Marie-Laurence Gueye. La Banque africaine de développement fournit plus de 12% des financements levés à Paris sur les projets intégrateurs prioritaires. Au quotidien, la BAD disponibilise des ressources pour des projets intégrateurs tels que le projet de fibre optique en Afrique centrale, le chemin de fer Cameroun-Tchad, la Rune Road Cameroun-Nigeria. L'institution demeure insatisfaite du niveau de consommation des financements alloués aux projets intégrateurs. La Banque africaine de développement a un portefeuille de 6,18 milliards de dollars américains dans la sous-région. 134 projets dans tous nos pays. Nous avons simplement que 11% de ces ressources qui sont utilisées actuellement pour financer les projets intégrateurs. Le sommet extraordinaire de la CEMAC du 22 novembre 2019 à Yaoundé a fait de la construction des projets intégrateurs une rampe de lancement pour la diversification des économies de la sous-région. La maturation des projets, une hydre pour le développement. L'énergie est au cœur de nos priorités, mais il y a aussi l'interconnexion, les voies d'accès. Il faut que ces projets nous permettent de désenclaver des zones qui vont apporter de la valeur ajoutée à notre économie. Mettre le secteur privé au cœur de la mise en œuvre des projets intégrateurs, une cause pour la transformation structurelle. Récemment nommé membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Julienne Madia a été installée ce matin à Yaoundé par Peter Mafani Moussongué, le président de l'institution qui recommande engagement au travail et mise en avant des intérêts de la nation, et ceci en toutes circonstances. Jean-Pierre Congy. Par ce temps où le discours de haine gagne du terrain et le vivre ensemble fait des pas en arrière, Peter Mafani Moussongué, en installant Julienne Madia en qualité de membre de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, n'est pas passé par 4 chemins. L'intérêt supérieur à la nation doit primer sur tout. Vous aurez à travailler avec des personnes qui, parfois, peuvent avoir des idées contraires à vos convictions. Mais, quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais de faire passer les intérêts de la Commission et de l'État avant les votes. Pour Peter Mafani Moussongué, Julienne Madia a le profil de l'emploi. Enseignante chevronnée de français et d'anglais, sortie de l'école normale supérieure de Yaoundé en 1996, elle a été entre autres enseignante au centre linguistique de Garoua, chef de la division du bilinguisme, de la citoyenneté et de l'éducation interculturelle à l'université de Maroua et déléguée régionale des arts et de la culture du Nord. Autant d'atouts que la nouvelle promue entend mettre à contribution pour apporter sa pierre à l'édification de la nation. Je vais m'arrimer à mon nouvel environnement de travail pour pouvoir implémenter ce que le chef de l'État attend de la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Julienne Madia a été invitée à emprunter sans délai le train de la lutte contre le discours de haine et la xénophobie.
Le sourire dans la suite du journal, celui d'une centaine de personnes qui ont reçu hier des clés de maisons toutes neuves en Banga Bakoko, c'est dans le 3e arrondissement de Douala, fruit du projet de 10 000 logements sociaux et 50 000 parcelles de terres constructibles. Célestine Kecha-Courtes, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, présidait la cérémonie. Joseph Itoté. 99 clés, équivalent à 99 logements, dans un espace doté de commodités de base, permettant de rendre la vie agréable. Routes bitumées, eau potable en permanence, électricité et éclairage public entre autres. Pour les occupants, il s'agit d'un petit paradis sur terre. Ce logement social est devenu une réalité. Là, je suis vraiment aux anges parce que je suis là avec toute ma famille. En remettant les clés aux ayants droit, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a demandé aux uns et aux autres d'en faire bon usage. Le comité de développement de SIC Mbanga Bakoko, qui a reçu un don d'équipements d'hygiène et assainissement, a promis d'œuvrer en faveur du développement participatif. Nous sommes des privilégiés, les premiers à intégrer. Nous nous sommes donc dit, quand les herbes poussent devant nos bâtiments, est-ce qu'on va attendre que c'est la SIC, c'est le Mindu qui viennent désherber? Je suis très heureuse de donner dans cette 4e vague près de 100 clés et me réjouis de ce que les mois à venir, nous allons continuer à remettre les clés. Très attendue, la 5e phase, prévue dans les semaines à venir. C'est la journée mondiale de lutte contre l'hépatite ce mercredi. Voici un cas qui redonne de l'espoir aux malades, celui de Jean Gongan, âgé de 85 ans. Il a vaincu la pathologie grâce au miracle de la médecine. Rencontre avec notre reporter, Elvire Angeline Ebalé. Des pas de victoire matérialisés par un certificat de guérison. Jean Gongan est un racheté du virus de l'hépatite C. J'avais cette démangeaison depuis 3 ans. J'ai vu le docteur. Il m'a donc fait un examen. Il m'a seulement dit que j'avais le virus d'hépatite. Il m'a pris en charge. Il m'a dit que même la démangeaison que j'ai là, quand on va traiter le virus, ma maladie va diminuer et puis je vais même être guéri de ça. Diagnostiqué à temps opportun, le natif d'Undé a su faire preuve de rigueur pour sortir de ce couloir infesté. J'ai dit à la famille que j'ai le virus. Et puis je faisais mon traitement normalement. C'est le médicament que je prenais au CUS qui m'a sauvé. Je n'ai pas pris autre médicament. Je ne prenais que ça. Je prenais un comprimé chaque matin. Mais je n'ai jamais eu un malaise pour ça, jusqu'à finir. Quand vous avez l'hépatite, allez à l'hôpital central voir Dr Choumi. C'est la personne qui m'a sauvé. Une prouesse pour ce père de 85 ans, preuve que la guérison de ce type de pathologie n'est plus une illusion. Souffle d'espoir également à l'hôpital du district d'Obala avec la réhabilitation d'une bonne partie des locaux, en plus de nouvelles constructions, accueil, urgence et pavillons d'hospitalisation VIP particulièrement à l'honneur. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a rétrocédé ses équipements aux autorités locales ce jour même à Obala. Laurence Okalia. Le partenariat public-privé entre le ministère de la Santé publique et l'entreprise Nachigal Hydropower Company porte ses fruits à l'hôpital de district d'Obala. Un bâtiment des urgences équipé et flambant neuf et la réhabilitation du pavillon VIP. Pour le docteur Manaouda Malachi, c'est un pansement de l'hémorragie des plateaux techniques. Nous avons pris des engagements très forts vis-à-vis du gouvernement et des autres parties prenantes au travers d'un plan de gestion environnementale et sociale dans lequel il y a un compartiment santé. Ces dons apportent non seulement un nouveau souffle à l'hôpital, mais aussi et surtout à la ville d'Obala. On a reçu des équipements d'ordre médicaux, à savoir des lits, des respirateurs, un défibrillateur, une table opératoire complète et du matériel d'appoint. Nous sommes à côté de la nationale numéro 4 qui est accidentogène. Nous avions donc besoin de ces équipements modernes et de nouvelles structures pour une meilleure prise en charge des patients. L'entreprise n'est pas à ses premières œuvres sociales avec le gouvernement camerounais, puisqu'on compte parmi ses réalisations le renforcement du plateau technique de l'hôpital de district de Ntui, de Bandjok, de Ndioré et bien encore. Malgré nos efforts,
Le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le temps de la lutte contre la pandémie face à l'avancée du variant Delta en Afrique. Le Cameroun maintient ses frontières verrouillées. Le système de surveillance transfrontalier est maintenu. D'autres pays voisins suivent cet exemple, comme le confirme Évariste Eyenga, que nous retrouvons tout de suite à Dakar au Sénégal. Évariste, ce soir, en lieu et place du bonsoir habituel, on va se dire comme en Wolof, Nangadef. Nangadef, Romuald, pour dire bonsoir, salut, bienvenue. Comme cela se dit ici à Dakar où nous sommes en ce moment, la surveillance transfrontalière en matière sanitaire, elle est différente d'un pays à un autre. Pour le cas du Cameroun, si vous sortez par l'un des aéroports internationaux, vous devez passer au moins par 2 postes de surveillance sanitaire devant lesquels vous allez présenter un test de résultats négatifs à la Covid-19 avant d'entrer donc par l'aéronef qui vous conduira vers une destination précise. Si c'est le cas du Sénégal ici à Dakar, lorsque vous entrez par l'aéroport de cette capitale, eh bien vous passez aussi par 2 postes de contrôle sanitaire en présentant le résultat de test négatif ramené du Cameroun à la fin de votre séjour. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, il faut à nouveau 48 heures avant se présenter vers une formation sanitaire, passer son test de dépistage Covid-19. Si le résultat est négatif, cela vous autorise à repartir donc vers l'aéroport, rentrer vers votre pays. Mais petite particularité donc à votre arrivée dans l'une des portes d'entrée aérienne du Cameroun, soit Simalène, soit Douala, vous devez à nouveau être soumis à un test de dépistage, même si vous avez présenté le résultat négatif ramené de l'étranger. C'est bien voulu, c'est une particularité camerounaise pour essayer de filtrer les entrées. Cela participe de la surveillance transfrontalière. C'est le rôle des postes aux frontières pour éviter une importation des cas positifs de l'extérieur, surtout en ce moment où le variant Delta frappe avec force aux portes d'entrée des pays africains. Bonne continuation, Évariste. Il y avait audience ce mercredi au ministère des Arts et de la Culture. Le ministre Bidungpat recevait une délégation d'investisseurs français. Les hommes d'affaires souhaitent développer de nouveaux partenariats dans les domaines artistiques et culturels. Compte rendu, Sidoine Manka. La culture camerounaise captive et attire les investisseurs. Le cas de cette délégation d'entrepreneurs français des petites et moyennes industries de la région Centre-Val de Loire. Les hommes d'affaires sont venus signifier au ministre des Arts et de la Culture leur désir de contribuer au rayonnement du secteur culturel national. C'est nos premiers pas sur le territoire camerounais, donc nous avons plein de choses à apprendre et plein de choses à découvrir sur la culture et de pouvoir voir de quelle manière on peut apporter notre pierre à l'édifice pour développer encore plus cette visibilité de cette culture camerounaise sur l'exportation, sur les autres territoires. Accompagnés dans cette démarche par le premier conseiller à l'ambassade du Cameroun à Paris, les entrepreneurs français ont été édifiés sur quelques pôles artistiques créateurs de richesses, l'artisanat d'art et design, l'art culinaire, le bien-être et esthétique, des échanges d'expériences fructueux en vue de la mise en place d'un partenariat profitable entre les deux parties. Une visite qui, comme l'a souligné le ministre Bidungpat, pose les bases d'une collaboration fructueuse devant déboucher sur des réalisations concrètes. Remise d'attestation de fin de formation aux agents communaux, fonctionnaires et autres habitants de la ville de Mbalmayo. Une session sur les TIC animée par l'IAI Cameroun. Le représentant résident Armand Claude Abanda a inauguré à cette occasion le nouveau centre d'excellence de l'Institut africain d'informatique dans le chef-lieu d'Union Esso. Michel Renaud-Hanja. Grâce au partenariat entre la commune de Mbalmayo et l'IAI, ces 52 lauréats sont désormais aptes à la maîtrise de l'outil informatique.
C'est le cas de cet apprenant âgé de 77 ans. On avait appris beaucoup de choses, comment on fait des notions de la comptabilité. Pour cette promotion baptisée Olivier Bembel, l'initiation au digital est d'une importance avérée. C'est une marque qui permet qu'aujourd'hui, tous les Camerounais puissent avoir accès. Non seulement accès, mais puissent manier facilement l'outil informatique. Dans le monde moderne où nous vivons, l'informatique est devenue un instrument indispensable. Au cours de cette cérémonie, Armand Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI, a demandé aux lauréats de faire œuvre utile. Le centre IAI de Mbalmayo, inauguré également pour la circonstance, reste un véritable atout. Plusieurs jeunes du département de la MIFI dans la région de l'Ouest suivent depuis ce lundi une formation en informatique. Initiative du ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, le professeur Pascal Nguyen Kanté, en collaboration avec l'IAI Cameroun. La cérémonie de lancement était présidée par le préfet du département de la MIFI, David Koulbout Aman. Les précisions de Jean de Dieu Coignet, à Bafoussam. À travers la formation en TIC, entrepreneuriat, production et commercialisation des champignons, il est question pour le professeur Pascal Nguyen Kanté d'offrir une formation adéquate aux jeunes dans l'optique d'obtenir de bons résultats. Le projet bénéficie de l'appui de l'IAI Cameroun. La formation des jeunes en informatique, en entrepreneuriat et aux petits métiers rentre en droite ligne dans les activités d'encadrement et d'accompagnement de la jeunesse. Je suis ravie de me retrouver parmi tous mes jeunes frères et sœurs. Nous lui disons déjà merci pour son initiative. En procédant au lancement officiel des activités, le préfet du département de la MIFI, David Koulbout Aman, tout en louant cette initiative, a invité les jeunes à faire montre du sérieux en capitalisant cette opportunité et d'utiliser à bon escient. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités, dont le docteur Jules Hilaire Foka, président du Conseil régional de l'Ouest. Un tour à l'est du pays pour une visite d'agrément. Vous savez sans doute que Berthois s'origine de Mbartois, le tout premier roi Baya, tué pendant l'invasion de son territoire par les Allemands. La grotte qui lui servait de refuge porte désormais son nom. Elle est devenue plus qu'un site historique, un lieu de pèlerinage, comme nous le montre et nous le raconte Abdoul Aziz de CRTV. Berthois. C'est à Gounté, localité située dans l'arrondissement de Mandjou, à 15 km de Berthois, que se trouve la grotte de Mbartois, symbole de la résistance du premier roi Baya de l'Est face à l'invasion allemande pendant la période coloniale. Mon vieux parent Mbartois, il était là-bas, il a fait le combat avec les Blancs. On l'a tué. La site qui est là-bas, c'est mystique. Tout le monde doit entrer là-bas. Depuis 1903, année d'assassinat du roi Mbartois par les colons, l'histoire du peuple Baya de l'Est est restée étroitement liée à cette grotte qui servait de refuge à leurs leaders. Des rituels traditionnels y sont régulièrement pratiqués. Le mystère de la grotte de Mbartois reste entier, soutenu par quelques pierres. Dans un paysage pittoresque, elle est une véritable merveille pour les visiteurs, malgré l'absence de quelques commodités. La grotte Mbartois est le site par excellence de la ville de Berthois. C'est un cadre agréable pour quelqu'un qui veut se ressourcer. Il n'a pas de bruit, il peut passer toute sa journée s'il veut s'évader. Déjà, il y a un restaurant qui a été déjà sur le lieu. Nous avons des forages qui ont déjà été installés sur le site. Pour les structures d'accueil, nous n'avons pas bénéficié du financement du ministère. Et nous l'avons relancé pour cette année. Des réalisations qui permettront de mieux viabiliser ce site rempli d'histoire pour toute la région de l'Est. Encore un mot sur le coronavirus. Les journalistes africains ont désormais de nouvelles approches du traitement de l'information sur la pandémie à coronavirus. Ces outils, ils les ont acquis à Dakar au Sénégal, où s'est refermée ce mercredi une session de formation organisée par l'Union africaine des radiodiffusions et l'UNESCO. Notre envoyé spécial, Évariste Eyenga, nous fait le point. Fin de la remise à niveau des techniques de travail de ces journalistes venus des 4 coins de l'Afrique. Dès cet instant, chacun est comptable de ses acquis. Apprendre à quand même différencier les sources d'information par rapport au coronavirus,
journalistes, il y a également le côté santé et sécurité du journaliste en lui-même. Vu tout ce qu'on a entendu, vu tout ce qu'on a, l'expérience qu'on a tirée des différentes rédactions, on peut dire que ça a été une formation réussie pour les journalistes qui sont venus à Dakar. Ce n'est qu'un aperçu des multiples enseignements reçus. Enseignements adaptés au contexte de la pandémie Covid-19, marqué par une instabilité scientifique. L'Union africaine des radiodiffusions a fait le choix de la sécurité des professionnels de l'information du continent. L'interpellation, l'invitation que je lance à tous les journalistes, c'est de s'intéresser plus au sujet scientifique. Pas parce qu'on a le rêve de former les scientifiques, non, mais d'avoir des journalistes outillés pour bien comprendre et surtout pour mieux expliquer les phénomènes scientifiques. Quelques modules ce mercredi de clôture. Un mot de fin de Grégoire Ndjaka, le directeur général de l'UAR, puis une remise des parchemins à la trentaine de journalistes réunis à Dakar. Retour dans les différentes rédactions ce jeudi et vendredi. Tel est l'essentiel de l'actualité ce mercredi. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.